Bonjour, bienvenue à ABC Doc. Cette émission est consacrée à la pathologie aortique. Donc je me présente, je suis le professeur Jean-Pierre Beckmin de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je suis affilié à l'université Paris 12 et toute ma carrière a été axée sur le traitement des maladies vasculaires, en particulier des maladies de l'aorte, dont il existe deux grandes catégories. Les anévrismes d'une part, qui sont des dilatations, et qui, à terme, peuvent évoluer vers la rupture, entraînant une hémorragie interne gravissime et malheureusement souvent des conséquences vitales définitives. Et puis une deuxième pathologie qui est la dissection de l'aorte, qui est une rupture des parois de l'aorte dans le sens longitudinal, qui aussi a des conséquences particulièrement sévères. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le docteur Elie Girgonwicz, qui est un interne dans mon service, qui vient de l'hôpital de Strasbourg et qui a rejoint mon groupe pour améliorer ses connaissances sur cette pathologie. Et puis monsieur Collet, qui est un patient qui est venu me voir pour que je le traite de sa pathologie aortique. Et on va partager avec eux les connaissances ou les vécus de ces pathologies et de leur traitement. Alors, Elie, c'est quoi un anévrisme de l'aorte ? Bon, un anévrisme de l'aorte, c'est une perte du parallélisme du paroi du vaisseau qui va grossir et qui va progressivement grandir avec un risque à partir d'un certain diamètre de rupture. C'est fréquent comme pathologie ? C'est pas très fréquent comme pathologie, mais ça nécessite d'être recherché chez tout patient qui présente des pathologies cardiovasculaires. Voilà. Alors en fait, la fréquence augmente avec l'âge. Ce n'est pas une pathologie des sujets très jeunes, c'est une pathologie des sujets qui ont plus de la cinquantaine. Et plus on avance dans la vie, plus la fréquence est importante. Par exemple, à 60 ans, il y a environ 3% de la population qui peuvent présenter un anévrisme. Mais à 80 ans, c'est 10%. Et évidemment, c'est une cause de décès importante en France. C'est un vrai problème de santé publique, même si globalement, par rapport à la population française, ce n'est pas très fréquent. Et les dissections ? Les dissections, c'est aussi une des pathologies qui sont pas fréquentes, qui surviennent chez des patients qui sont généralement hypertendus. Et effectivement, ça peut survenir un peu plus jeune. On peut avoir des dissections aortiques chez des patients plus jeunes qui vont décrire des symptômes de douleurs thoraciques intenses, aiguës. Alors en fait, tu as très bien dit, il y a deux fréquences d'âge. C'est des gens un petit peu plus âgés où c'est une maladie de la paroi de l'aorte. Et il y a des gens beaucoup plus jeunes qui peuvent être atteints de cette pathologie, qui ont une maladie particulière, c'est ce qu'on appelle la maladie de Marfan. C'est une détérioration génétique des fibres de la paroi qui est beaucoup plus fragile. Alors c'est évident, c'est surprenant de voir des gens très jeunes victimes de cette pathologie-là. Alors effectivement, je me suis intéressé très tôt à des approches moins invasives de ces traitements. Parce qu'il y a quelques années, on était pour éviter ces ruptures et les décès par ces accidents très graves, on faisait des opérations sous anesthésie générale en faisant des grandes incisions qui sont elles-mêmes traumatisantes pour l'organisme. Donc j'ai tout de suite, quand j'ai vu le développement technologique dans les années 90-95, et des possibilités de traitement par voie endovasculaire, c'est en percutanée, sans ouvrir, ça m'est apparu comme un traitement prometteur. Alors, à l'époque, on était un peu précurseur, mais avec le temps, c'est devenu un traitement plus accepté, disons, et qui a fait preuve de son efficacité. Donc, pour résumer, les traitements actuels, on met dans les aortes ce qu'on appelle des endoprothèses, c'est-à-dire c'est comme un stent pour les coronaires, simplement ce stent est couvert d'une membrane qui la rend imperméable et qui protège la paroi. C'est schématique, mais globalement, le but est atteint lorsqu'on arrive à bien fixer cette prothèse sur la paroi de part et d'autre de la zone pathologique.
Alors, l'industrie a évidemment développé des nouvelles prothèses qui sont extrêmement intéressantes, qui sont maintenant performantes et qui sont de plus en plus de petits calibres, ce qui fait que maintenant on n'est même plus obligé de faire une incision pour les mettre en place. Comment tu vois, vu ce que tu as vécu avec nous là, depuis quelques mois, l'avenir de notre profession et de ces traitements mini-invasifs de l'aorte? Moi, je pense que c'est justement ce qui fait l'intérêt de cette spécialité, c'est qu'il y a un renouvellement constant des technologies, une amélioration constante des technologies, avec toujours une tendance à la miniaturisation, à l'utilisation de nouveaux matériaux qui maintenant permettent de traiter de quasiment toutes les pathologies au niveau de l'aorte. Et c'est ça qui m'a intéressé, qui a motivé mon choix de faire cette spécialité. Je pense que dans l'avenir, on va avoir une amélioration encore de toutes nos technologies et un développement de plus en plus important de toutes les endoprothèses, et de tous les stents et de tous les textiles vasculaires, etc. Est-ce que tu nous dis qu'on peut laisser le bistouri de côté dans le placard? Alors moi je pense qu'il faut toujours maintenir dans le cadre de la formation, parce que je suis quand même encore en formation, la possibilité pour les jeunes d'avoir à la fois la possibilité d'être autonome sur la chirurgie vasculaire traditionnelle et la chirurgie endovasculaire. Mais je pense que si j'ai fait le choix de venir dans votre service, parce que je pense que l'avenir est orienté vers les nouvelles technologies endovasculaires, qu'il faut toujours bien sûr savoir opérer traditionnellement, mais qu'il faut prendre le pli de la chirurgie endovasculaire et des nouvelles technologies. Très bien. Alors maintenant, je me tourne vers notre rescapé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'est arrivé, quels ont été les symptômes? Je crois que ça vous a pris brutalement un soir. Ça m'a pris 2-3 jours avant. J'ai eu des douleurs assez importantes à la poitrine, au niveau du thorax. Je croyais que c'était des brûlures d'estomac. Je prenais quelques médicaments pour me calmer les douleurs tous les jours, le matin, le soir. C'était tous les 2 jours qui suivaient ont été de plus en plus douloureux. Et le matin, je vais aller à mon bureau comme d'habitude, 7h. On va dire vers 9h, j'ai eu une douleur très intense, violente, au niveau de la poitrine, comme on va dire, excusez-moi l'expression, un peu comme un coup de couteau. Et j'ai appelé ma fille, qui était à mon bureau à côté. J'ai dit, appelle le docteur Cesarini, c'est mon cardiologue. Je crois que je suis encore en train de faire un malaise cardiaque, un infarctus, malaise cardiaque, j'ai dit. Elle l'a appelé tout de suite, elle a appelé les pompiers. Lui a conseillé d'appeler la SAMU, ils sont tous venus. Ça s'est assez vite passé. J'ai monté en tension assez rapidement. Ils m'ont fait une piqûre sur place. Le docteur Cesarini m'a fait diriger dans un centre hospitalier, je crois que c'était du côté de Quincy ou Boussy, Quincy sous Sénart, qui m'a reçu. J'ai été tout de suite salle d'opération, pour me faire une corono, pour voir ce qui se passait. Et alors, quand ils ont effectué la corono, ils ont vu qu'il y avait un problème, un petit problème, mais sans trop diagnostiquer rien au début. Et ils ont vu après que comme j'avais de la température, ils ont approfondi à l'hôpital là-bas et ils ont vu que je faisais un problème de pancréatite sur le pancréas. Donc ils m'ont soigné un peu pour le pancréas, mais le lendemain, ils ont vu qu'il y avait encore un problème, ils m'ont recherché, là ils ont fait des scanners approfondis et ils ont vu que j'avais un problème à l'aorte. Et là, j'ai été pendant plusieurs jours alité, plus ou moins en coma, et avec des douleurs assez importantes. Alors, c'est ce que vous racontez est typique de la survenue d'une dissection, c'est-à-dire ce sont des douleurs brutales. C'était très brutal, et, ça fait mal. Et le diagnostic n'est pas évident parce qu'effectivement, c'est un peu moins fréquent que l'infarctus du myocarde ou qu'une pathologie digestive. Et on peut passer à côté du diagnostic, ce qui est ennuyeux parce que le traitement, on doit le faire quand même rapidement. Donc une fois que le scanner, c'est un scanner qui a été fait en fait, qui a découvert la dissection de l'aorte. C'est ça. Et alors, il y a eu un problème sur les jambes à un moment Ah oui, j'ai eu aussi que pendant un moment, je pouvais presque plus marcher. Je faisais, on va dire, de 0 à 50, 100 mètres, et j'étais obligé de m'arrêter. J'avais
mal sur les cuisses, entre les jambes, dans les cuisses, quoi. Et je m'arrêtais, je repartais, et je me tenais plus sur mes jambes. C'est là qu'on m'a fait comme, je sais plus, un Doppler, qui ont vu que j'avais perte de pression dans les artères, enfin dans les veines, dans les jambes. Dans les artères. Alors là aussi, ces dissections, alors ça peut entraîner une rupture, une hémorragie, mais ça peut entraîner aussi une occlusion, enfin un arrêt de passage du sang dans l'aorte. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous êtes venu me consulter et il y a différentes options thérapeutiques, donc j'en ai proposé une. Vous m'avez proposé de faire une intervention par les voies naturelles, si c'était possible, me faire repasser un scanner. Et vous avez jugé bon de me proposer une prothèse que je me souviens que vous m'avez fait voir à l'époque. On va dire, pour moi, c'est une petite enveloppe blanche qui faisait une dizaine de centimètres. Ouais. Vous m'avez dit que vous étiez obligé de la faire faire. À l'époque, vous m'avez parlé que vous faisiez ça en Allemagne. Et suite à ça, vous m'avez dit, dès que j'ai ça, vous rentrez, il faut le faire le plus tôt possible. Je suis rentré et j'ai été hospitalisé à peu près, on va dire, 3 jours. Quoi. Je suis rentré, 3 jours après, je sortais. Et la cicatrice, elle est énorme? Ah non, c'est vraiment... Rien du tout, quoi. Rien. Ok. Et ça va mieux maintenant? Maintenant, j'ai plus du tout de problème. D'accord. La marche, tout, je suis suivi. Tous les 6 mois au début, maintenant c'est tous les ans. Et apparemment, vous me surveillez à un autre endroit qui a des difficultés du même genre. Mais pour ce qui s'agit de celle-ci, tout va très bien. Et pour moi, c'était formidable parce que je ne suis pas resté longtemps à l'hosto. Et je reprenais mon travail 24-48 heures après être sorti de l'hôpital. Donc c'est effectivement un gros avantage de cette technique innovante qu'on a poussée, qu'on a mis au point, c'est que d'abord c'est moins agressif pour l'organisme et donc la reprise du travail, enfin d'une vie normale, se fait beaucoup plus rapidement. Alors ce qui est intéressant, si je peux me permettre, dans votre cas, c'est que le stent a permis de rouvrir la paroi, enfin l'aorte où il y avait cette occlusion, donc de ramener du sang dans les 2 jambes, ce qui fait que les symptômes ont disparu. Alors il reste au-dessus une petite anomalie, mais qu'on surveille et qui n'a pas du tout bougé. J'ai très bon espoir que ça n'évolue jamais vers des choses désastreuses. Et de toute façon, si jamais il y avait une évolution, il serait temps de remettre un stent au-dessus. Mais là on sait, pour les dissections, les cas où on peut s'attendre à des effets un petit peu compliqués dans les années qui suivent, ou le groupe de personnes pour lequel ça ne va pas du tout évoluer. Et là, a priori, par chance, vous êtes plutôt dans le groupe où ça ne devrait pas évoluer. Mais il faut qu'on surveille. J'espère qu'il n'y aura pas besoin d'intervenir. Alors ce sera votre jeune élève qui fera le travail. Voilà. Est-ce que dans les techniques, on fait beaucoup de chirurgie robotique? Est-ce que, je sais qu'à Strasbourg, il y a un centre qui est développé là-dessus. Alors la robotique, ça veut dire qu'il y a 2 façons de faire. Ou on ouvre encore un peu, on est un peu moins invasif et on remplace l'aorte par le robot. Ou bien maintenant, on a des robots de navigation endovasculaire. À Mondor, on a les 2 robots aussi. On a beaucoup développé la robotique endovasculaire, un petit peu moins la robotique par laparoscopie, mais je sais qu'à Strasbourg, vous avez une bonne expérience de ça. À Strasbourg, donc on a réalisé on réalise toujours des interventions chirurgicales pour traiter les anévrismes et les pathologies aussi occlusives, donc quand l'aorte est bouchée par voie robotique. Et c'est vrai que de façon identique, aux nouvelles technologies, on a une durée d'hospitalisation et une reprise du travail qui est à chaque fois plus précoce par rapport aux techniques chirurgicales ouvertes. Et c'est vrai que c'est aussi très agréable d'un point de vue du chirurgien, puisqu'il arrive à manipuler le robot et avoir des amplitudes de mouvement qu'on n'arrive pas à avoir avec la main seule.
et on a une vue tridimensionnelle apportée par le robot qui permet d'appréhender les choses avec beaucoup plus de précision que quand on fait de la chirurgie ouverte. Alors pour la petite histoire, le robot a été développé par l'armée en fait, avec l'idée de pouvoir opérer à distance, même opérer dans l'espace, avec des chirurgiens qui sont sur Terre et des malades qui sont dans la Lune ou sur Mars, etc., qui est une conception extraordinaire. Et une des toutes premières applications qui a été faite à Strasbourg, d'ailleurs, c'est sur pas du tout dans la pathologie vasculaire, mais sur de la pathologie digestive. Le chirurgien était à New York et le patient était à l'hôpital de Strasbourg. Donc par Internet, je ne sais pas par quel connectique c'est passé, mais l'opération s'est très très bien déroulée. Bon, c'est un petit peu futuristique, mais c'est quand même assez passionnant comme évolution. Ouais. Alors en ce qui concerne la pathologie vasculaire, pour être tout à fait honnête, l'agression des traitements par technique endovasculaire est tellement faible maintenant que le développement de la chirurgie robotique pour la maladie de l'aorte n'a pas explosé en termes de nombre comme c'est pour la chirurgie urologique ou pour la chirurgie digestive où là il y a l'air d'avoir des applications beaucoup plus importantes. Ouais. Donc est-ce que dans l'avenir tu vas plutôt pousser l'une ou l'autre? Moi, si je devais prendre aujourd'hui ou faire le choix de soit la technologie endovasculaire ou la technologie robotique appliquée à la chirurgie vasculaire, je pense effectivement que c'est plus les technologies endovasculaires qu'il faudra développer plus que les technologies robotiques. Parce que la mini-invasivité des technologies endovasculaires est vraiment extraordinaire et la technologie robotique est intéressante mais n'offre pas les mêmes résultats. D'accord. Alors pour venir au stent, on imagine le stent, un bout de tuyau tout droit, couvert d'une membrane, mais il y a des endroits de l'organisme où on ne peut pas faire ça. Par exemple, lorsque les anévrismes ou les dissections englobent les artères qui vont au foie, au rein, au tube digestif. C'est quoi la technologie qui permet de traiter ces malades qui ont des anévrismes très très complexes? Quand on a des anévrismes complexes, c'est effectivement ce que j'ai découvert dans le service, c'est la possibilité de pouvoir créer des endoprothèses qui se conforment exactement à l'anatomie du patient, de telle manière à pouvoir perfuser les artères digestives, les artères rénales à partir de l'endoprothèse. C'est des endoprothèses sur mesure qui sont faites par le chirurgien au bloc opératoire après avoir pris les différentes mesures sur les scanners préopératoires, de telle manière à ce que la prothèse se conforme exactement à l'anatomie du patient. Voilà, donc c'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture. Ah, c'est de la très haute couture. Ouais. Voilà, donc pour expliquer ceux qui nous écoutent, sur le scanner, qui est l'imagerie préopératoire, on mesure la longueur, les diamètres, l'endroit où sont les orifices qui vont aux artères importantes qu'on veut absolument conserver. Et puis ce tube, en fait, on fait des orifices latéraux. Alors il faut bien viser, on a une précision qui est mieux que le millimètre pour arriver à monter la prothèse, parce que tous les orifices évidemment sont sur le même tuyau, donc il ne faut pas se tromper, quoi. Et une fois qu'on met la prothèse en place, avec les orifices en bonne position, on remet 2 petits stents dans ces orifices et dans les artères, on dit les artères cibles, c'est-à-dire les artères rénales ou digestives, pour que ces artères soient bien perfusées et aussi pour que la prothèse ne bouge plus après, elle soit bien fixée. C'est une technologie innovante on peut la faire sur mesure quand on est en urgence comme on le fait de temps en temps, mais l'industrie a développé ces prothèses-là qui valent très cher et un de notre combat, ça a été de convaincre les autorités qu'il fallait financer cette innovation. Et on a réussi en partie à pouvoir faire rembourser par la sécurité sociale à peu près 80% de ces prothèses de nouvelle génération. Pour faire ça, on a fait des protocoles d'évaluation. Moi, je considère en tant que chirurgien universitaire, il faut pousser l'innovation, mais il faut la contrôler, il faut l'évaluer. Et ça fait partie de mon métier, donc on a fait cette évaluation qui a été extrêmement positive si on compare cette technologie-là avec la chirurgie standard, quoi. Ce qu'on espérait, c'est réalisé. Il n'y a quand même pas beaucoup de milieux hospitaliers qui font ce genre
Parce que je me souviens à l'époque, mon cardio avait cherché, on nous avait donné que 2 points de chute. C'était au Pompidou, je crois, ou Henri Mondor. Ouais. Ce qui fait que c'est comme ça que j'étais tombé dans vos mains. Et par l'intermédiaire d'un ami qui est à l'hôpital Henri Mondor, qui m'avait dit il n'y a que Beckman qui peut te faire ça. Je me souviens, à l'époque. Donc il n'y a quand même pas beaucoup d'hôpitaux actuellement. Oui, c'est vrai, mais c'est en train de changer parce que des gens comme Elie qui viennent se former chez nous, Ah moi, oui, moi ça fait 2 ans et demi déjà. Donc il y a 20 ans quand j'ai commencé, mais comme tous les gens un peu précurseurs, on nous regardait avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais maintenant, tout le monde est convaincu que c'est une bonne façon de faire. Les gens se forment, les jeunes sont formés et bien formés et exportent la technique. Et maintenant, il y a quand même plusieurs endroits en France où on peut être traité. Les cas simples peuvent être traités dans les hôpitaux un petit peu à même ouverts sur cette technique-là. Les cas très complexes dont on vient de parler, avec les orifices, etc., là, il y a peu de centres qui font ça, évidemment. Mais d'abord, d'un autre côté, c'est pas si fréquent que ça. On n'a pas besoin de multiplier à l'infini les compétences pour ces techniques très, très compliquées dans tous les hôpitaux de France. Il en suffit qu'il y en ait un peu partout, tout autour du territoire, quoi. Et c'est ce qui est en train de se produire, quoi. En tous les cas, chapeau, parce que moi je sais que je m'en suis bien tiré. Et j'ai plus du tout de séquelles et c'est après même appréciable, quoi. Eh bien, on en est ravis. Ça fait partie de notre récompense de voir que nos malades vont bien avec des techniques innovantes, quoi. Elie, donc en cas de rupture d'anévrisme, on peut faire ça aussi? Ah oui, complètement. Maintenant, il a été montré qu'il y a d'excellents résultats du traitement aussi par voie mini-invasive, même dans les cas d'anévrisme rompu, quand l'anatomie est plutôt favorable, puisque maintenant on arrive à faire des scanners en cas de rupture chez la plupart des patients qui arrivent en urgence, et donc on peut ensuite mettre en place des traitements, et ça aussi on obtient de très bons résultats. Donc, écoutez, j'ai vraiment été très heureux de partager avec vous ces quelques minutes. J'espère que ça apporte à nos téléspectateurs un éclairage sur ces techniques-là et sur l'évolution de notre spécialité. Je vais faire un petit peu de publicité pour le service. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez consulter le site internet du service qui est Vasculaire Mondor. Là, vous aurez des films péropératoires, des témoignages, un petit peu de documentation sur la pathologie vasculaire. Et je pense que ça complétera bien cette émission. Merci beaucoup.